Bien, bonsoir. Bonsoir. Dernière séance de l'année, mais il y aura une séance, on redémarre en janvier, de ces rendez-vous de l'IEA OLU. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Chantal Mouffe. Vous savez, vous la connaissez sans doute. Ses travaux sont assez bien diffusés en France, notamment. Elle est professeure au département de sciences politiques et des relations internationales à l'université de Westminster à Londres. Et elle s'inscrit, on en parlait, elle corrigera éventuellement, dans un courant de pensée entre guillemets post-marxiste. Et sa réflexion porte essentiellement sur la question de la démocratie, en particulier l'idée de démocratie radicale qu'elle a avancée dans la perspective aussi de réélaborer ou de contribuer à la réélaboration du projet socialiste. Alors, les dernières publications, il faudra qu'on s'arrête à 8h moins 10 pile. Je compte sur vous parce qu'il faut qu'on libère la salle ensuite pour un spectacle ou une autre réunion. Et les bouquins de Chantal Mouffe, qui pourra les signer si ça vous intéresse, sont sur la table. Je signale notamment, qui n'a pas été traduit en français, je crois, Gramsci et la théorie marxiste, qui est un bouquin des années 80, 79. En français, il y a beaucoup de travaux publiés de Chantal Mouffe, La politique et ses enjeux, en 94, Hégémonie et stratégie socialiste. Je souligne le mot hégémonie, et Gramsci, il y a évidemment une influence forte de la pensée de Gramsci dans vos travaux. Pensée agonistique, vous nous direz peut-être ce que vous entendez par ce terme. Le titre agonistique, pas penser. Penser politiquement le monde. Là, c'est un des derniers. Là. Voilà, ça c'est 2014. Le paradoxe démocratique, 2016. L'illusion du consensus, 2016. Et le dernier, donc celui-ci, Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie, 2017. Et comme discutant, vous connaissez la formule. C'est un fellow qui est en résidence à l'Institut en ce moment, donc c'est parfait. Akana, qui est sociologue et anthropologue à l'université de Yaoundé 2, et donc qui engagera la discussion après l'intervention de Chantal Mouffe. Voilà, je vous cède la parole. Merci. Oui, ça marche. Ça marche, oui? On me comprend? On m'entend? Bon, très bien. Bon, écoutez, ça fait un plaisir d'avoir été invité à faire cette présentation devant vous ce soir et de première visite à Nantes, qui me semble être une ville très agréable. Malheureusement, je repars demain déjà, donc je n'aurai pas l'occasion de visiter beaucoup, mais enfin, j'espère revenir. Depuis un certain temps, des voix nous ont mis en garde contre le danger du populisme, présenté comme une perversion de la démocratie. Certains parlent de pathologie de la démocratie. Mais avec la victoire des Brexiteurs au Royaume-Uni, le succès inattendu de Trump aux États-Unis, la dénonciation du populisme est devenue plus véhémente. Les membres de l'establishment ont apparemment commencé à s'inquiéter du potentiel de mécontentement social qu'ils avaient négligé jusqu'ici. Nous sommes harcelés par des déclarations alarmistes affirmant que le populisme doit être éliminé parce qu'il constitue un danger mortel pour la démocratie. Ils croient que la diabolisation du populisme et la peur d'un possible retour du fascisme, parce qu'on nous présente ça comme étant le fascisme, seront suffisantes pour empêcher la croissance des partis et des mouvements qui remettent en cause le consensus néolibéral. Parce que la thèse que je vais défendre, c'est qu'au fond, dans ce que j'appelle en fait le moment populiste que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de plus en plus de résistance contre le consensus néolibéral qui nous a été imposé durant les 30 dernières années et contre ce que j'appelle, et je vais en parler d'un moment, la post-démocratie. Je crois qu'il est important de s'attaquer à cette hystérie antipopuliste en examinant ce qui est en jeu dans l'émergence ces dernières années de mouvements appelés populistes. Il est impératif de mettre en avant une analyse sereine de l'état actuel de nos démocraties afin de visualiser les moyens de renforcer les institutions démocratiques contre les dangers auxquels elles sont exposées. Ces dangers sont réels, je ne prétends pas qu'ils n'existent pas, mais je crois qu'ils résultent de l'abandon par les partis se présentant eux-mêmes comme démocratiques des principes de souveraineté populaire et d'égalité qui sont constitutifs
de la politique démocratique. Avec le développement de l'hégémonie néolibérale, ces principes ont été relégués à l'état de zombie. Il y en a d'ailleurs qui parlent même de concept zombie, et c'est pourquoi nos sociétés sont entrées dans une ère post-démocratique. Et la thèse que je vais défendre, c'est que justement, c'est à cause de tous ces mouvements de protestation anti-establishment, qui bien entendu peuvent être à la fois de droite ou de gauche, c'est-à-dire je ne dis pas qu'ils sont tous progressistes, mais je crois qu'il faut voir que derrière ça, il y a véritablement, et ça va être la thèse que je défends, je sais qu'il y en a certainement qui ne sont pas d'accord là-dessus, sont des demandes démocratiques. Des résistances à la post-démocratie qui nous a été imposée par l'hégémonie néolibérale. Et que, bien entendu, ces demandes peuvent être articulées dans des langages différents. Certains sont certainement des dangers pour la démocratie, mais ce n'est pas en démonisant, en disant « Ah, c'est le fascisme qui revient » qu'on va pouvoir s'y opposer. Il faut comprendre ce qui est en jeu là-bas pour pouvoir avoir justement une stratégie adéquate. Alors, je viens de parler de post-démocratie, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Bon, c'est un concept qui a été en fait développé par un politologue anglais, Colin Crouch, mais il était aussi utilisé aussi, par exemple, quoique dans un sens un peu différent, par Jacques Rancière. Et je voudrais expliquer ici, donc, je suis d'accord avec les analyses qu'ils font, mais je présente, pour moi, la post-démocratie, je l'aborde d'une façon un peu différente. Et j'aurais bien expliqué pourquoi, parce que je crois que ça a des conséquences très importantes pour l'argument que je vais faire par la suite. Alors, revenons à l'origine. Étymologiquement parlant, on sait la démocratie vient du grec demos kratos, le pouvoir du peuple. C'est un principe de légitimité qui n'est pas exercé dans l'abstrait, mais toujours par le biais d'institutions spécifiques, toujours inscrit dans des institutions, dans des pratiques différentes. Alors, il faut voir que quand on parle de démocratie ici, pour nous, en Europe, ce n'est pas nécessairement la même façon dont on comprend démocratie dans d'autres contextes historiques et culturels. Quand nous parlons ici en Europe de démocratie, on dit la démocratie, mais en fait, nous nous référons à un modèle spécifique, qui est le modèle occidental de la démocratie, et qui résulte de l'inscription de l'idéal démocratique, demos kratos, dans un contexte historique particulier. Ce modèle, qui a reçu une variété de noms, il y en a qui parlent de démocratie moderne, démocratie représentative, démocratie parlementaire, démocratie constitutionnelle, démocratie libérale. Moi, je préfère, vous comprendrez peut-être dans un moment pourquoi, parler de démocratie pluraliste. Et ici, je voudrais insister, lorsque je parle de démocratie libérale, parce que je vais utiliser beaucoup le terme par la suite, il est bien entendu, il faut comprendre libéral dans le sens de libéralisme politique, hein, parce que pour pas mal de gens, la démocratie libérale, c'est la démocratie plus le capitalisme. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là que je me situe, parce que je parle de la démocratie libérale comme un régime politique. Donc, c'est l'articulation du principe démocratique au libéralisme politique. Alors, c'est ça, en fait, quand nous parlons de démocratie, la démocratie, ben, c'est un modèle particulier, donc qui résulte justement de l'articulation de deux traditions différentes. D'une part, la tradition du libéralisme politique, c'est-à-dire l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la défense de la liberté individuelle, une partie. D'autre part, la tradition démocratique, dont les idées centrales sont l'égalité et la souveraineté populaire. Alors, contrairement à ce qu'on dit parfois, et ça c'est aussi pour moi très important, il n'y a pas une relation nécessaire entre ces deux traditions, mais seulement une articulation historique, contingente, qui, comme l'a très bien montré le philosophe canadien C.B. Macpherson, a eu lieu au XIXe siècle et est le résultat de luttes conjointes des libéraux et des démocrates contre les régimes absolutistes. C'est là où montre Macpherson dans un magnifique petit livre qui s'appelle The Life and Times of Liberal Democracy. Il dit le libéralisme se démocratisait et la démocratie s'est libéralisée. Et c'est ça dont nous parlons quand on parle de démocratie ici dans l'Europe. Alors, en ce qui concerne cette articulation, il y a toute une discussion en philosophie politique et il y a des auteurs qui, comme Carl Schmitt, affirment que cette articulation, alors lui se réfère justement surtout à l'idée de démocratie parlementaire, elle a produit un régime non viable parce que le libéralisme, dit Schmitt, nie la démocratie et la démocratie nie le libéralisme. Donc ça doit nécessairement conduire à la destruction. Alors,
Il faut se souvenir que lorsque Schmitt a défendu cette thèse, dans le concept du politique, écrit dans les années 20, c'était au moment de la République de Weimar. Alors il est évident que ce n'était pas un modèle particulièrement réjouissant qui concerne l'articulation du libéralisme et de la démocratie, et bien entendu, ça ne s'est pas maintenu. Mais bon, je crois que de toute façon, il aurait même continué à défendre la même thèse si les conditions avaient été différentes. Donc ça, c'est pour Schmitt, c'est pas possible. Une démocratie pluraliste est un régime inviable parce qu'il croit que ça doit, dans la mesure où il y a une véritable contradiction entre ces deux traditions. Alors de l'autre côté, on a au contraire Jürgen Habermas qui, lui, défend la co-originalité des principes de liberté et d'égalité. C'est-à-dire que pour Habermas, ce n'est pas du tout quelque chose qui soit contingent, c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, je crois que Schmitt a raison de souligner la présence d'un conflit entre ce qu'on pourrait appeler la grammaire libérale de la liberté, qui postule l'universalité et la référence à l'humanité, et la grammaire de l'égalité démocratique, qui exige la construction d'un peuple et la définition d'une frontière entre le nous et le eux. Parce que pour que la démocratie puisse s'exercer, il faut nécessairement déterminer quels sont les citoyens. On ne peut pas dire, imaginez-vous par exemple, on dirait, il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont le droit de voter, par exemple, dans un pays, qu'au moment des élections en France, n'importe qui est sur le territoire a le droit de voter. Bon, il est évident que ça ne marcherait pas. Il faut toujours, pour que les citoyens peuvent exercer leurs droits, il faut qu'on détermine les nous des citoyens, il y aura toujours des eux. Bon, alors la question, c'est est-ce que ça conduit nécessairement cette articulation entre deux types de grammaire, parce que la grammaire libérale, c'est justement de dire non, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de eux. Est-ce que ce conflit, qui à mon avis est un conflit nécessaire, doit être pensé en termes de contradiction, qui va nécessairement conduire à la destruction de la démocratie pluraliste? Ça, c'est la thèse de Schmitt. Dans un des livres qui vient d'être cité, Le paradoxe démocratique, j'ai proposé de concevoir l'articulation entre ces deux traditions. Et je crois que Schmitt a raison de dire qu'au fond, elles sont irréconciliables, dans le sens où une liberté parfaite et une égalité parfaite ne peuvent pas coïncider. Il y aura toujours un des termes qui sera lexicalement primordial. Mais je dis qu'il ne faut pas voir ça comme une contradiction, mais comme le lieu d'une tension. C'est-à-dire, je propose de concevoir ça comme sur le mode de ce que j'appelle une configuration paradoxale, mais une tension qui définit l'originalité de la démocratie libérale et garantit son caractère pluraliste. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, au contraire, vaut la peine d'être défendu. Alors, parce que la logique démocratique de la construction d'un peuple et la défense de pratiques égalitaires est nécessaire pour définir un démos et pour renverser la tendance du discours libéral à l'universalisme abstrait, mais d'autre part, l'articulation avec la logique libérale permet de contester les formes d'exclusion qui sont inhérentes aux pratiques politiques qui déterminent les gens qui doivent gouverner. C'est-à-dire que, pour moi, la politique démocratique libérale consiste dans un processus de négociation qui sera toujours des configurations hégémoniques, dans le sens qu'il y aura toujours donc un des termes qui sera lexicalement supérieur, de cette tension constitutive entre les libertés et l'égalité. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Donc, contrairement à Habermas, je dis ça existe, mais contrairement à Schmitt, je dis mais ça ne va pas nécessairement conduire ce régime à son autodestruction. Alors, cette tension, si on veut l'exprimer en termes politiques, on dirait que c'est la tension précisément entre la gauche et la droite. Norberto Bobbio a très bien montré dans un magnifique petit livre qui s'appelle justement Gauche et droite, comment finalement la droite défend toujours la valeur de liberté et la gauche la valeur d'égalité. Donc, si on va penser à la façon dont se présente cette tension au niveau politique, c'est un terme de droite et de gauche. Et comme je le disais, elle se négocie toujours
d'une façon qui va établir l'hégémonie de l'une sur l'autre. Ou bien c'est la tradition libérale qui va dominer, ou bien c'est la tradition démocratique. Mais, et c'est ça qui est important, les deux, on peut, si on veut, revoir un peu toute l'histoire de la démocratie libérale dans les dernières années, enfin les 2 derniers siècles, et on verra qu'il y a toujours, à un moment donné, une des logiques qui domine sur l'autre. Mais, et c'est ça qui est important, ces 2 logiques gardent leur force. Il y a toujours une tension, il y a ce que j'appelle une négociation agonistique entre la droite et la gauche. Dans un moment, je vais expliquer un peu ce que j'entends par agonistique. Et c'est ça qui, à mon avis, est spécifique au régime libéral démocratique. Donc, la possibilité, justement, de lutter pour que ça soit la perspective qu'on défend, qui soit la perspective hégémonique. Bon, si la situation actuelle peut être qualifiée de post-démocratique, c'est précisément parce que ces dernières années, ça c'est une conséquence du néolibéralisme, il y a eu un affaiblissement des valeurs démocratiques, d'égalité et de souveraineté populaire. La tension qui existait entre ces 2 principes a été éliminée. Il n'y a plus de débat agonistique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité pour les citoyens, justement, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir un choix. Et c'est pourquoi, dans un livre qui s'appelle On the Political, mais qui a été traduit en français sous le titre de L'illusion du consensus, je montre que, en fait, la conséquence du néolibéralisme à ce niveau-là, c'est la pause politique. C'est-à-dire, par ce terme de pause politique, je fais référence à la disparition progressive de la frontière politique entre la droite et la gauche. Alors, évidemment, c'est... bon, je me réfère particulièrement dans ce livre à la politique, enfin la 3e voie de Tony Blair, qui est vraiment mais bien entendu, on pourrait, ça est tout à fait pertinent pour la politique actuelle d'Emmanuel Macron. J'écris un article dans Le Monde il y a quelques mois qui s'appelait « Macron, le stade suprême de la pause politique ». Parce qu'il va encore plus loin. Pour Tony Blair et la 3e voie, il y avait malgré tout une alternance entre centre-droit et centre-gauche. Maintenant, avec Macron, il n'y a plus d'alternance. Il n'y a plus de centre-droit, plus de centre-gauche, on met tout le monde en centre. Il y a plus, c'est encore pire, si vous voulez, d'une certaine façon, en ce qui concerne la possibilité d'avoir un débat agonistique. Alors, donc par ce terme de pause politique, je référence au fait qu'il y a un consensus qui a été établi entre maintenant les partis de droite et de gauche. Le parti de gauche, c'est intéressant de voir comment ils se définissent comme centre-gauche. Et bien entendu, ce qui est au cœur de ce consensus, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'alternative possible à la mondialisation néolibérale. Le fameux TINA de Margaret Thatcher, there is no alternative. Ça c'est devenu précisément à partir de Tony Blair et la façon dont ce modèle de la 3e voie a été accepté dans la plupart des démocraties occidentales. Tous les partis sociaux-démocrates se sont convertis au néolibéralisme. Donc c'est ça qui est devenu dominant. Donc mon argument, c'est que tout ce qui a à voir dans l'idéal démocratique avec la souveraineté populaire a été éliminé. Parce que dans la mesure où, lorsque les citoyens vont voter, ils peuvent choisir qu'entre centre-droit et centre-gauche qui défendent finalement les mêmes politiques, ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas l'idée de souveraineté populaire. Par exemple, je trouve qu'il y a une expression qu'on trouve chez les indignados en Espagne, qui disait « Tenemos voto, pero no tenemos voz ». Nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Et c'est évident que si on peut voter, mais qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de choix. Hein. Et ça, c'est vraiment ce que j'entends par la pause politique. Bien entendu, ça s'est imposé sous le prétexte de la modernisation, qui était
imposée par la mondialisation. Et c'est pourquoi les partis sociaux-démocrates ont finalement accepté les diktats du capitalisme financier et les limites imposées aux États en matière d'intervention dans les cadres de politiques redistributives. Le rôle des parlements et des institutions qui permettent aux citoyens d'influencer sur les décisions politiques ont été considérablement réduits. Les citoyens ont été privés de la possibilité d'exercer leurs droits démocratiques. Non. Les élections n'offrent plus de possibilité de décider de véritables alternatives à travers les partis de gouvernement, comme on les appelle. C'est-à-dire que la politique est devenue une simple question technique de gestion de l'ordre établi et un domaine réservé aux experts. C'est facile à comprendre parce que s'il n'y a pas d'alternative, donc la politique qui normalement doit offrir des alternatives, elle n'a plus que des questions techniques à résoudre. Et si ce sont des questions techniques, les experts sont beaucoup plus adeptes pour traiter de ces questions techniques. Hein. Donc c'est ça qui, à mon avis, correspond vraiment à la pause politique. Et pour défendre cette pause politique, ce qui se passe, et c'est pour ça que je faisais référence au début à cette hystérie anti-populiste, parce que les défenseurs du consensus au centre vont commencer à dire que non, que tous ceux qui mettent en question l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, ce sont des extrémistes, ce sont des populistes, ce sont des gens qui mettent la démocratie en danger. D'ailleurs, c'est pourquoi on assiste récemment à toute vraiment une hystérie antipopuliste. Non, c'est un danger quand en fait, bon, c'est eux-mêmes qui ont créé cette situation. Alors, la souveraineté populaire, bon, maintenant, c'est devenu, pour certains, c'est un gros mot, c'est obsolète. On vous dit, mais qu'est-ce que ça peut dire à l'heure de la globalisation? Et la démocratie a été réduite à sa composante libérale. Hein, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, je parlais avant de cette tension agonistique entre liberté, libéralisme et démocratie. Bon, la démocratie, tout ce qui a à voir avec... Bien entendu, c'est pour ça qu'on peut parler de post-démocratie. Toutes les institutions sont encore là, mais elles fonctionnent à vide. Parce que s'il n'y a pas la possibilité de décider, et qu'en fait, d'ailleurs, il suffit de demander à pas mal de gens qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, ben, ils vous diront, la démocratie, s'il y a des élections et s'il y a certain niveau de respect des droits de l'homme, on a la démocratie. C'est-à-dire que tout ce qui a à voir avec la souveraineté populaire a été éliminé de l'idéal même de la démocratie. Bon, ça, c'est un premier élément de ce que j'appelle la post-démocratie. Mais il y en a un autre qui a à voir avec le fait que ces changements au niveau politique ont eu lieu dans le contexte d'un nouveau mode de régulation du capitalisme, la victoire du capitalisme financier. C'est-à-dire le secteur financier a connu une forte expansion avec le néolibéralisme aux dépens de l'économie productive. Sous les effets combinés de la désindustrialisation, des changements technologiques, de processus de délocalisation vers les pays où le travail est moins cher, évidemment, de nombreux emplois ont été perdus. Les politiques de privatisation et de déréglementation ont également contribué à une situation endémique de chômage et il est évident que les travailleurs aujourd'hui se trouvent dans une situation beaucoup plus difficile qu'à l'époque, par exemple, avant l'hégémonie néolibérale, durant le temps, ce que j'appelle l'hégémonie social-démocrate, la période de l'état de bien-être keynésien, bon, si on compare, d'ailleurs, les analyses de Thomas Piketty sont très claires là-dessus. Il y a eu véritablement un développement exponentiel de les inégalités. Et c'est pourquoi il faut voir aussi que cette inégalité, elle n'affecte plus seulement la classe ouvrière, mais une grande partie des classes moyennes qui sont entrées dans un processus de paupérisation et de précarisation. Donc, c'est pourquoi je parle il y a eu un véritable phénomène d'oligarchisation de nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que, c'est évident qu'en Amérique latine, on avait déjà des sociétés oligarchiques, mais on ne peut pas dire que les sociétés européennes, durant l'époque du welfare state keynésien, étaient oligarchiques. Il y avait des inégalités, bien entendu, mais pas du tout comparables à ce qui existe aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos sociétés sont en train de s'oligarchiser. Et
la conséquence, c'est que l'autre pilier de l'idéal démocratique, qui est justement la défense de l'égalité, a aussi été mis en question. D'ailleurs, la défense de l'égalité, c'est plus au programme d'aucun parti social-démocrate. De nouveau, pour faire référence à Tony Blair, une de ses dernières campagnes, c'était le choix. On va permettre, le Labour va permettre aux citoyens de choisir leur médecin, de choisir leur école. C'était tout au nom du choix, mais plus du tout au nom de la défense de l'égalité. Ça a été éliminé du discours libéral-démocratique et la pensée qui domine aujourd'hui est une vision individualiste libérale qui célèbre la société de consommation et les libertés offertes par les marchés. Donc, vous voyez, ce phénomène que j'appelle de post-démocratie a deux versants. Un versant plus politique, la post-politique, et le versant, point de vue économique, qui est le phénomène d'oligarchisation. Donc, on pourrait dire que l'hégémonie néolibérale a conduit à un régime qui est socio-économiquement et politiquement véritablement oligarchique. Et la thèse que je défends, que c'est précisément cette oligarchisation des sociétés qui est à l'origine du succès des partis populistes de droite. Il faut reconnaître que pendant assez longtemps, ils ont été les seuls à dénoncer cette situation et à promettre de redonner aux gens le pouvoir qui leur avait été confisqué par les élites et à les défendre contre la mondialisation. En traduisant les problèmes sociaux en termes ethniques, dans de nombreux pays, ils ont articulé dans un vocabulaire xénophobe les revendications des secteurs populaires qui étaient ignorées par les partis du centre parce qu'elles étaient évidemment incompatibles avec le projet néolibéral. Parce qu'on parle aussi beaucoup de la fracture entre les perdants et les gagnants de la globalisation. Toutes ces classes populaires, justement, ce sont ceux qui ont perdu, enfin, qui ont vu toutes leurs conditions de vie vraiment détériorées à cause de la globalisation. Et comme les partis sociaux-démocrates disaient qu'il n'y a pas d'alternative, ils continuaient à défendre, ils ne pouvaient pas avoir de discours par rapport à ces perdants de la globalisation. Non, c'est pour ça qu'ils ont préféré les ignorer. Rappelez-vous, par exemple, la position du think tank Terra Nova qui dit, bon, la classe populaire, elle est perdue. Nous, maintenant, le Parti socialiste, il faut qu'on se consacre sur les classes moyennes et sur les immigrés, parce que les immigrés, il y a moins de chances qu'ils ne votent pour Marine Le Pen. Donc là, mais il est certain qu'il y a eu un abandon de la classe populaire par les partis sociaux-démocrates. Et, bien entendu, ils ont offert le terrain aux partis populistes de droite pour dire, non, mais il y a une alternative. Nous, on va vous la donner, cette alternative. Alors, bien entendu, c'est quelque chose que les partis sociaux-démocrates, qui sont complètement prisonniers de leur dogme post-politique et qui refusent d'admettre leurs erreurs, ne peuvent pas reconnaître. Et ils ne peuvent pas reconnaître que ces demandes, ce sont des demandes légitimes et démocratiques. Ça, c'est une de mes thèses, et peut-être que ça va choquer certains d'entre vous. Je crois qu'il faut voir que derrière le vote pour des partis comme Marine Le Pen, il y a des véritables demandes démocratiques. Des gens qui disent, bon, nous, on veut avoir une voix. Mais ce sont des demandes qui sont articulées d'une manière xénophobe et qui, bien entendu, n'est pas acceptable d'un point de vue démocratique. Et c'est pourquoi, évidemment, cette incapacité, incompréhension, c'est difficile, je ne sais pas très bien comment dire, mais parce que je crois qu'il y a à la fois de la mauvaise foi, bien entendu, mais aussi, je crois qu'une incapacité je crois qu'il y a aussi une vision, c'est pour ça dans mes travaux, j'insiste beaucoup sur la manière dont on envisage la politique. Parce que si on envisage la politique d'une façon qui ne reconnaît pas justement la construction des frontières, on ne peut pas reconnaître l'importance de cette lutte agonistique. Et c'est ça qui met les partis du centre, droite et gauche, mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la critique des partis de centre-gauche, incapacité à saisir la nature du défi populiste.
parce que, évidemment, apprécier ce défi, ils auraient été obligés de se mettre en question, de se dire pourquoi est-ce que les gens, des gens qui pendant longtemps ont voté à gauche, pourquoi est-ce que maintenant ils votent pour Marine Le Pen? Alors c'est beaucoup plus facile de dire non, mais c'est un retour de l'atavisme, c'est un retour de, parce que ils auraient été obligés de dire c'est nous qui sommes responsables. Et ça, c'est quelque chose, je suis complètement convaincu. Ce sont les partis sociaux-démocrates qui sont responsables de la montée du populisme de droite pour avoir abandonné la classe ouvrière. Et bon, comment est-ce qu'on va justement faire face à ce défi? Bon, pour faire face à ce défi populiste, il faut d'abord avoir des catégories de comprendre le populisme qui mettent complètement en question, qui rejettent la façon dont les médias défendent le populisme, qui, bien entendu, stigmatisent le populisme comme étant une pure démagogie. Et comme je le disais avant, je crois que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'ils veulent conjurer le danger populiste en disqualifiant par des déclarations de genre non, ça c'est de la démagogie, présentant une vision complètement négative du populisme, plutôt que de se poser la question, bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière qui doit nous mettre en question? Et quand je parle de populisme, alors ça c'est assez important que je spécifie exactement, parce que je sais que beaucoup de gens me disent « Ah, mais c'est un concept qui est tellement négatif. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument, si vous voulez récupérer, resignifier ce concept ?» Moi, je crois qu'il y a, justement, on n'est pas obligé d'accepter cette définition. D'ailleurs, c'est assez spécifique au contexte européen, cette division complètement négative du populisme. Par exemple, en Amérique latine, c'est certainement pas le cas. Bien entendu, il y a des opposants, mais le populisme, ce n'est pas quelque chose qui est vu d'une manière aussi disqualifiante. Et de manière assez intéressante, aux États-Unis, ce n'est pas la situation non plus. D'ailleurs, les États-Unis, le premier grand parti qui s'était vraiment appelé un parti populiste, c'est un parti américain, il y a des années 1891, qui était un parti progressiste. C'est un parti qui voulait justement un parti surtout qui avait à voir avec les classes populaires agricoles, mais qui luttait pour prendre en compte leurs demandes pour la démocratie. Il n'a pas duré très, très longtemps, ce parti, mais plusieurs historiens ont montré comment les demandes du parti qu'on appelait le Parti populiste, ont été importantes par la suite pour le développement, par exemple, dans le New Deal de Roosevelt. Ça a été repris, ça a créé tout un courant de pensée qui n'était pas vu du tout comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'était vu comme un mouvement d'approfondissement de la démocratie. Alors, bien entendu, par la suite, aux États-Unis, on a eu des partis qui ont développé un populisme de droite. Mais par exemple, moi, je suis assez frappée de voir, comparant les deux contextes, comme aujourd'hui, le Bernie Sanders, par beaucoup de gens, est vu comme étant un populisme de gauche. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ce n'est pas du tout la situation dans laquelle se trouve Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui en France. C'est-à-dire, on ne critiquerait pas Bernie Sanders pour le fait d'être un populiste. Donc il y a une vision beaucoup plus positive par rapport au populisme en Amérique que dans les pays européens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'accepter, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les pays européens, la vision du populisme est très négative. Mais c'est parce qu'ils essayent d'utiliser une disqualification de ce mot pour empêcher justement de poser des questions. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une mise en question de l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie, à la globalisation néolibérale? Et quand j'utilise le terme de populisme, je vais adopter la définition qui a été proposée par Ernesto Laclau dans un livre qui est aussi traduit en français qui s'appelle « La raison populiste », où il dit que bon, le populisme, c'est
pas une idéologie, c'est pas un régime, ça c'est très important à dire, parce que le parti populiste, son objectif, ce n'est pas d'établir un régime populiste. Il n'y a pas de régime populiste. Le populisme, c'est une stratégie discursive de construction de la frontière politique. C'est-à-dire que le nous et le eux, hein, c'est ça que j'entends par frontière politique, peut être construit de manière très différente. Le marxisme le construit sur la classe ouvrière, le prolétariat contre la bourgeoisie. La manière de construire la frontière politique populiste, c'est ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Bon, c'est ça. Quand je parle de populisme, c'est à ce à quoi je me réfère. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de raisons de penser que cette construction de la frontière en termes de ceux d'en bas, si on entend par là toutes les différentes catégories économiques, mais aussi qui on voit par exemple avec des formes de domination qui ne sont pas économiques, comme avec les luttes féministes, les mouvements sociaux, ça c'est ça, construire le peuple à partir justement d'une articulation de toutes ces demandes, et ceux d'en haut étant aujourd'hui justement cette oligarchie que je dénonçais antérieurement. Donc, c'est une façon, et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important de donner une définition du populisme qui soit différente. Je lisais en venant dans le train aujourd'hui, mais ça c'est tout à fait typique, c'est un article, c'est une discussion dans Politis entre Nicole Borvo-Cohen-Seat, Patrice Cohen-Seat et Christophe Aguiton. Notamment sur le titre, c'est « Quelle organisation politique pour la gauche de transformation ?» Alors on leur demande, est-ce que le populisme de gauche peut permettre... Alors, il y a... c'est absolument typique la réponse s'appelle donc Patrick Cohen-Seat. Le populisme est une théorie qui considère que le peuple est un et que par conséquent les intérêts sont identiques et qu'il n'y a pas besoin de pluralisme. Cette théorie nie la réalité et la nécessité du débat politique. Bon, ça c'est une parmi d'autres, parce que vous avez certainement, il y a maintenant, je crois qu'il n'y a pas une semaine, je dirais même pas un jour où il n'y a pas un article qui dénonce le populisme, et c'est en général toujours la même chose. Le populisme nécessairement fait référence à un peuple qui est un, il n'y a pas de place pour le pluralisme, ou alors on vous dit, ah mais le populisme c'est l'expression, quand on parle de populisme, on se réfère nécessairement à un peuple qui existe là déjà. Alors par exemple, on pose la question, est-ce que le peuple vote pour Jean-Luc Mélenchon ? Mais il est évident que le peuple qui est construit par Jean-Luc Mélenchon n'est pas le peuple d'elle. Le peuple, je voudrais vraiment insister là-dessus, dans la façon dont on le présente, dont on le comprend dans le populisme de gauche, ce n'est pas une catégorie sociologique, c'est une construction politique. Alors ça, dans le livre qu'on a écrit avec Inigo Erregon, Construire un peuple, on le montre très bien. Le peuple, c'est justement, c'est une articulation de demandes démocratiques. C'est une articulation de demandes démocratiques qui reconnaît la diversité, qui reconnaît le pluralisme. Et c'est pourquoi une des catégories qui est très importante dans notre approche, c'est ce qu'on appelle la question des chaînes d'équivalence. C'est le peuple est construit. C'est pas une coalition d'intérêts de peuple. C'est pas la Rainbow Coalition, la coalition arc-en-ciel, hein, qui est on a toute une série de groupes. Non, il y a parce qu'il est certain, et je crois que c'est très important de reconnaître ça, toute cette demande démocratique qui existe dans la société, qui sont au fond des résistances contre des formes de domination qui sont au niveau de l'exploitation économique, mais au niveau, par exemple, de la discrimination, au niveau de la domination, il y a différentes formes de résistance. Mais elles ne convergent pas normalement de manière automatique. C'est pourquoi, par exemple, moi, je suis assez critique de la conception de Michael Hart et Antonio Negri quand eux parlent de multitude. Mais la multitude, nécessairement, elle n'a pas besoin d'être articulée politiquement, parce que les demandes de la multitude vont toujours dans le même. Je crois que c'est complètement faux. Il est vraiment très important de reconnaître qu'il y a
il n'est pas du tout évident que les demandes des ouvriers convergent avec celles des immigrés et avec celles des femmes. Il faut les articuler politiquement. Et ça se fait à travers justement ce que nous appelons des chaînes d'équivalence, donc de créer un objectif commun à ces luttes. Mais qui reconnaît bien entendu la différence, qui reconnaît la pluralité. Parce que ça, c'est aussi, par exemple, je crois que dans la... Oui, ça c'est aussi la réponse de Christophe Aguiton est un peu plus intelligente que celle des antérieurs, mais lui aussi ne comprend pas la chose parce qu'il dit que en opposant le peuple à la caste, bon, il est pas aussi anti-populiste que les autres. Il reconnaît, par exemple, il fait référence à Podemos, mais il dit, je crois que cette théorie populiste doit être utilisée avec précaution. D'abord parce qu'en opposant le peuple et la caste, elle risque de gommer la diversité sociale interne au peuple. Mais ce n'est pas le cas du tout. Le populisme de gauche ne gomme pas la diversité interne au peuple. Elle parvient justement à articuler toute une série de demandes dont on reconnaît la spécificité. Mais ça, c'est vraiment important. Mais c'est aussi une conception erronée on trouve assez souvent du populisme. Donc ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Bon, ce qui est important donc, c'est la création de frontières. Et je crois que une des raisons du succès du populisme de droite a été qu'ils ont été les premiers à établir à rétablir, si vous voulez, la frontière. Contre la pause politique, ils ont dit non, il y a des nous, il y a des eux, on va... Bon, ça, c'était important. Je crois que la force du populisme de droite peut s'expliquer précisément parce qu'il a su, dans de nombreux pays, dessiner une frontière et construire un peuple pour traduire politiquement les différentes résistances au phénomène d'oligarchisation qui était induit par la hégémonie néolibérale. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre il y a pas mal de temps déjà, parce que je me suis intéressée beaucoup à la situation en Autriche et au succès du parti de Georg Haider. Donc, ça, c'était donc, dans les années 1990, puis ils sont arrivés, ils sont arrivés au pouvoir en coalition. Vous vous en souviendrez sans doute, parce qu'il y a eu une hystérie ici en France à propos de la coalition entre Georg Haider et le parti conservateur, dans un parti néofasciste qui est arrivé au pouvoir. Le parti de Haider n'était absolument pas néofasciste, comme d'ailleurs n'est pas néofasciste le parti du successeur de Haider, Strache, qui probablement bientôt va aussi arriver au pouvoir en coalition en Autriche avec les conservateurs Kurz. C'est pour ça, je crois qu'il est vraiment important de distinguer entre ce que j'appelle un parti populiste de droite et un parti néofasciste. Et je n'aime pas du tout cette catégorie fourre-tout d'extrême droite où on met absolument tout ce qui est, si vous voulez, pas dans la ligne de la défense du consensus au centre. Parce que ça ne permet pas justement d'abord de se poser la question pourquoi est-ce que ces partis ont du succès? Parce que, ça c'est l'atavisme, c'est le retour de la peste noire, la peste brune, pardon. Donc ça, c'est vraiment de la paresse intellectuelle. On n'essaie pas. Mais aussi, ça ne permet pas de distinguer certains partis. Bon, je crois qu'il y a vraiment des partis d'extrême droite. Par exemple, en Grande-Bretagne, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a eu un parti qui s'appelle Britain First. C'est un petit parti, groupuscule d'extrême droite. Bon, mais il est qui, évidemment, s'oppose complètement à l'ordre établi, mais on ne peut pas dire que l'UKIP, c'est un parti d'extrême droite. Il faut pouvoir distinguer entre l'UKIP ou un parti néo-nazi et un parti de populiste de droite. Non? Parce que sinon, on met tout dans le même sac et ça, évidemment, permet de ne pas se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a des gens... Et quelle est, au fond, parce que pour moi, c'est ça la question fondamentale, quelle est la légitimité de cette demande et comment est-ce qu'il faut en tenir compte et comment est-ce qu'on peut agir justement pour permettre que
au parti populiste de gauche, parce que c'est aussi ma thèse, la seule façon de lutter contre le développement de ces partis populistes de droite, c'est avoir du populisme de gauche, ou essayer de construire un autre peuple, construire la frontière politique sur la base, non que ce sont les émigrés qui sont les eux, mais que sont les grandes transnationales, corporations internationales qui sont le eux. Alors, jusqu'il n'y a pas longtemps, en fait, la réponse, donc je parlais du succès du populisme de droite, pendant longtemps, oui, je vous parlais du cas de Gork Haider. Bon, Gork Haider a réussi à fédérer toute une série, et ça c'était déjà dans les années 80-90, toute une série de demandes que j'appelle les demandes démocratiques, qui étaient justement des résistances à ce consensus au centre qui avait été établi en Autriche. Parce qu'en Autriche, pendant très longtemps, il y avait cette grande coalition, la Proporce, le parti des conservateurs, le FAP, et le parti social-démocrate étaient en coalition. Et ils se répartissaient les postes mutuellement. C'est-à-dire que pour avoir un poste même à la télévision, il fallait être membre du parti conservateur, le FAP, ou bien du parti social-démocrate. Et ça a créé toute une série de réactions de gens qui réagissaient contre ce système non démocratique. Et le génie de Haider, ça a été de s'adresser à ces gens-là, de les fédérer. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus où je montrais comment il avait réussi. Tout le succès de Haider vient justement de cette façon d'offrir un discours qui permettait de mettre en question cette situation en disant non, mais moi je vais donner au peuple la possibilité de récupérer la démocratie que les élites sont en train de capturer. Et je crois que pendant assez longtemps, c'était uniquement du côté de la droite que venait ce type de discours. Alors, heureusement, depuis quelques années, nous avons vu, je parle ici de l'Europe parce qu'en Amérique latine, la situation est différente, que il y a le développement de ce qu'on peut appeler un populisme de gauche. Hein, Podemos en Espagne, aujourd'hui en France, Jean-Luc Mélenchon, et aussi de manière très intéressante, la politique de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, on peut l'appeler une stratégie de populisme de gauche. Par exemple, je vous donne un exemple de ça. Ils rétablissent la frontière politique qui avait été éliminée avant par le blairisme et qui défendaient le consensus. Dans les élections qui ont eu lieu au mois de juin, le manifeste, c'était for the many, not the few. Alors, c'est très intéressant de voir comment ils ont en fait repris un thème qui avait déjà été utilisé par Blair, mais ils l'ont politisé. Ils en ont fait une frontière. C'est for the many, not the few. C'est-à-dire qu'ils ont construit une frontière politique, et je crois que ça a repolitisé énormément le débat, évidemment, dans la mesure où on dit for the many, et il a proposé toute une série de policies, comme on dit en anglais, qui étaient des progressistes. Mais fondamentalement, c'est recréer une frontière, et recréer une frontière pas sur la base, la classe ouvrière. Hein, parce qu'on pourrait dire, oui, mais d'ailleurs, il y a eu des interprétations de Jeremy Corbyn qui allaient dans ce sens. Finalement, un vrai... il récupère la gauche. Non, il récupère la gauche, bien sûr, mais c'est une gauche populiste. Il construit une frontière qui essaye justement de fédérer toute une série de demandes et d'établir le not the few. Donc, je crois qu'heureusement, aujourd'hui, on est en train de voir le développement d'un type de politique de gauche qui insiste sur l'importance de construire la frontière et de la construire en termes populistes, pas uniquement en termes de classe sociale. Une difficulté, bien entendu... attendez, où est-ce que j'en suis
Il faut que je termine bientôt, non 5 minutes, bon, d'accord. Parce que oui, alors, une question ici. Pourquoi parler de populisme de gauche et là, j'ai des désaccords. D'ailleurs, on en discute dans le livre avec Inigo Errigon sur Construire un peuple. Il y a, Podemos, par exemple, considère qu'ils ne veulent pas se présenter comme étant de gauche, parce qu'ils disent que la politique des partis dits de gauche a été tellement discréditée que se présenter comme de gauche, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir mobiliser les gens. Et ils disent, par exemple, un populisme progressiste, un populiste démocrate. Il y en a qui parlent ici en France, avec la France insoumise, d'un populisme humaniste. Bon, moi, je crois que je comprends. À la fois, c'est vrai qu'il est important de voir qu'il y a une certaine conception de la gauche qui est aujourd'hui complètement mise en question parce qu'elle ne représente plus du tout quelque chose de progressiste pour les gens. D'un autre côté, il est certain aussi que si on entend par gauche uniquement des secteurs économiques bien déterminés, bon, ça ne fonctionne pas avec la stratégie populiste. Parce qu'une des choses qui me semble importante de Podemos, c'est qu'ils disent « mais nous, on ne veut pas s'adresser uniquement aux gens qui se considèrent comme étant traditionnellement de gauche. Nous, on veut aussi, par exemple, que des gens qui ont toujours voté pour le Parti populaire, qui est le parti de droite, se reconnaissent dans notre projet. » Bon, donc c'est un sujet transversal. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'un autre côté, je crois que il y a la gauche, on peut aussi la définir en termes axiologiques, pas en termes sociologiques, mais de dire, bon, la gauche, c'est la défense de l'égalité, de la justice sociale. Alors là, ce sont des valeurs qu'on on ne peut pas les abandonner. Il faut vraiment les maintenir. C'est pour ça que moi, je préfère parler de populisme de gauche plutôt que d'un populisme qui soit un populisme progressiste. Et une dernière chose, en réalité, qui à mon avis est importante si on va penser en termes de la compatibilité entre populisme et démocratie, c'est comment, donc à la fois, si vous voulez, il y a deux questions qui sont en jeu ici. La première, c'est comment on va construire le nous et le eux. Bon, évidemment, dans le cas de la différence fondamentale entre populisme de droite et populisme de gauche, c'est qui constitue le nous. Hein, est-ce que c'est justement uniquement les sous-chiens, comme on les appelle parfois ici, ou bien est-ce que aussi, par exemple, les immigrés et toute une série de demandes démocratiques? Bon, ça c'est important. Et je crois que pour moi, le populisme de gauche, c'est précisément l'articulation de ces demandes. Mais il y a aussi le rapport entre le nous et le eux. Est-ce que ce rapport va être un rapport de type antagonistique pur, c'est-à-dire on va, par là j'entends, un nous et eux sur lequel le c'est l'ennemi qu'il faut détruire, ou bien est-ce que ça va être un rapport que j'appelle agonistique, c'est-à-dire un rapport dans lequel il y a bien entendu un conflit, on sait que ce n'est pas une question de se mettre, de réunir pour se mettre d'accord, mais où on va reconnaître le droit des opposants à défendre leur point de vue. Alors, on peut avoir deux types de populisme. On peut avoir un type de type agonistique ou un type de type antagonistique. Par exemple, la Révolution française, c'est du populisme antagonistique. La Révolution française a construit une frontière, hein, et elle l'a construit sur la base de l'ancien régime. Il faut le détruire. Bon, c'était bien entendu nécessaire à cette époque-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser un populisme de gauche à l'intérieur des sociétés occidentales, libérales démocratiques, sur ce modèle-là. Il ne s'agit pas de détruire le système libéral démocratique, mais de le radicaliser, radicaliser dans le sens de, finalement, les idéaux fondamentaux de ce que j'appelle les principes éthico-politiques de la démocratie pluraliste, c'est liberté, égalité pour tous. Bon, il n'y a pas où on pourrait trouver des principes plus radicaux. Le problème avec nos sociétés, c'est qu'ils ne les mettent pas en pratique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas détruire le régime actuel, mais forcer, transformer les institutions, mettre l'État au service de la
radicalisation de la démocratie. C'est pourquoi, et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais aussi insister, parce que ça permet de penser la spécificité du populisme de gauche. J'appelle ça, c'est du réformisme radical. Et ça permet de distinguer justement une stratégie de populisme de gauche, à la fois de la social-démocratie traditionnelle, qu'aujourd'hui c'était déjà, on ne peut même plus parler de social-démocratie, c'est du social-libéralisme d'un côté. Donc là, ça c'est le pur réformisme, on ne met pas en question du tout le cadre, on va simplement faire de petites réformes, ou bien, mais aussi à l'autre extrême de la gauche radicale, la gauche révolutionnaire, la gauche de gauche, comme on dit ici en France, qui, elle, veut une rupture radicale, parce qu'elle pense qu'on ne peut pas vraiment transformer de l'intérieur le régime libéral-démocratique. Tandis qu'une stratégie de populisme de gauche, c'est réforme radicale, donc pas pur radicalisme de destruction de l'ordre établi pour construction de quelque chose de complètement nouveau, et pas non plus pure réforme. Et c'est pourquoi je crois que, alors ça c'est évidemment c'est intéressant dans le débat français, mais pas uniquement, parce qu'en Espagne il y a la même chose. Présenter par exemple Jean-Luc Mélenchon comme extrême gauche, ça n'a aucun sens. Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'extrême gauche, et la France insoumise finalement, c'est la social-démocratie de gauche qu'ils défendent. Hein. Mais bien entendu, c'est tactiquement une façon d'essayer de le disqualifier. Ah, c'est l'extrême gauche. Comme s'il n'y avait pas de différence entre le NPA et la France insoumise. Donc c'est pour ça que je crois de nouveau que la stratégie de réformisme radical, donc donner comme ça, à comprendre le populisme de gauche de cette façon-là, ça permet, en fait, pour moi, c'est repenser le projet de gauche, et je tiens beaucoup à maintenir cette identification avec la gauche, mais de manière qui ne soit ni la social-démocratie traditionnelle, ni le radicalisme révolutionnaire. Et je crois qu'aujourd'hui, et je suis vraiment convaincue de ça, dans les années qui viennent, la bataille fondamentale, ça va être entre le populisme de droite et le populisme de gauche. Parce qu'il y a de plus en plus de cette demande démocratique qui sont des résistances à l'ordre post-démocratique. Et ce qui est en jeu, c'est comment est-ce qu'elles vont être articulées. Est-ce qu'elles vont être articulées à droite? Et dans ce cas-là, ça va conduire à une mise en question de la démocratie libérale, mais dans une direction autoritaire, ou bien est-ce que la gauche va être capable justement de se repenser, de comprendre la nécessité de donner des réponses progressistes à toute une série de ces demandes. Et je crois que ce qui est en jeu, c'est qui va permettre justement une meilleure articulation de ces demandes démocratiques. C'est pourquoi il faut vraiment tenir compte du fait qu'il y a sont des résistances aux conséquences du néolibéralisme et à la mise en question, à l'abandon de toute une série de valeurs démocratiques. Et je crois qu'aujourd'hui, l'idéal démocratique est suffisamment encore fort, heureusement, malgré les attaques du néolibéralisme contre la démocratie, parce qu'au fond, si le néolibéralisme a un ennemi, c'est bien la souveraineté populaire. Mais l'idéal démocratique est encore, à mon avis, suffisamment fort que pour pouvoir être réactivé et servir de moteur pour organiser justement l'union fédérer toute une série de demandes. Mais pour ça, et alors là, ça va être mon dernier point, mais c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, il faut reconnaître le rôle des affects en politique. Ce n'est pas du tout sur la base simplement d'arguments qu'on va pouvoir mobiliser, créer cette volonté collective autour du peuple. Il y a la dimension affective, ce que j'appelle le rôle des passions, pour faire référence en fait, les affects communs. Dans la création d'un peuple, la dimension d'affect commun est absolument centrale. Donc, qui va être capable d'offrir le discours justement qui permette de mobiliser des affects communs? Et dans quel sens? Je crois que c'est, à mon avis, la question fondamentale aujourd'hui. Merci.